Amis du grenier, bonsoir mes chères grenésiennes et mes chers grenésiens. On se retrouve avec la mise au point sur mes 3 petits singes de l'autofocus qui, j'espère, ne bougera pas. Et je vais faire mon apparition sur l'écran pour ce nouveau JT du grenier, réalisé sans montage, sans trucage et en direct, rien que pour vous. Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver après un nouvel épisode Covid qui a fait que la semaine dernière ça a été un petit peu compliqué pour moi de venir vous faire un JT. Vous auriez eu ma voix enrubée et puis j'avais surtout extrêmement mal à la tête. Donc du coup, j'ai séché lamentablement et je suis pas venu vous parler, mais j'avais très envie de vous parler de ça déjà la semaine dernière. Évidemment, et donc se préparer un petit plan d'urgence énergétique personnel de derrière les fagots. Mon petit doigt me dit que ça va être d'actualité, pas tout de suite, mais très rapidement, à la rentrée et notamment cet hiver. Et je vous rappelle que même les écureuils, et surtout les écureuils, préparent l'hiver, l'été, et ramassent les noisettes dès qu'elles commencent à tomber des arbres, et mes noisetiers commencent tout juste à laisser tomber quelques noisettes. Elles sont pas mûres du tout pour le moment, mais comme il y a des petits coups de vent, ça fait tomber les premières noisettes. Et donc ça me faisait penser justement au fait que les écureuils préparent l'hiver, l'été, en accumulant les petites noisettes dans leur cachette et dans leur terrier, dans leurs abris. Et si la caisse d'épargne avait comme petit symbole l'écureuil, c'est pas un hasard. Donc le gouvernement, lui aussi, il veut préparer un plan d'urgence énergétique. Et vous, petite question provocante pour la réflexion, évidemment. C'est pas fait pour vous provoquer et pour vous choquer, c'est fait pour provoquer la réflexion, l'analyse. Et donc on va essayer de réfléchir, regarder ce qui se passe, et notamment regarder ce qu'il se passe en Allemagne, ce qu'il se passe en France, et puis ce que vous et moi, au niveau personnel, on a quand même intérêt à faire, ou intérêt à penser, à réfléchir, et à s'organiser de manière préventive. Alors, souvenez-vous, il y a 3 semaines quasiment maintenant, Allemagne, interdiction de rouler le dimanche. Je vous parlais de choses qui étaient dans l'air, c'était juste un petit rappel. Eh bien en fait, on n'en est plus là du tout. On en est carrément à Allemagne, on baisse le chauffage. Alors ça c'est Vonovia, et Vonovia c'est le plus gros bailleur privé allemand. Alors en Allemagne ça marche pas tout à fait comme en France, il n'y a pas de grosses sociétés HLM, ce genre de choses, mais bon, il y a des gros bailleurs privés également. Le plus gros bailleur avec ses 550 000 logements, ils ont dit voilà, on va baisser le chauffage à 17 degrés entre 23h et 6h du matin. Il y a une nouvelle loi qui va permettre de ne fournir que 18 degrés la journée et 16 degrés la nuit. Et puis bien évidemment, ces niveaux de seuil fixés par la loi, on va dire de décence thermique, énergétique, de ce que les bailleurs doivent donner à leurs locataires, ce qui est logique. Et bien évidemment, plus il y aura de gaz, plus on pourra les maintenir, et puis moins il y aura de gaz, plus on baissera évidemment ces seuils-là, puis on autorisera à donner 17, puis 16, puis 15, et puis la nuit vous aurez 8 degrés, 9 degrés, 6 degrés, 5 degrés, 1 degré, bref, vous serez maintenu hors gel, mais guère plus. Prévoyez les stocks de couverture en fonction des stocks et de la pénurie. Évidemment, la température autorisée baissera. Une température autorisée, c'est ni plus ni moins qu'une norme, une loi, un décret, et ça se change autant qu'on en a envie. Et la dernière pandémie de Covid vous a bien montré à quel point on pouvait changer les lois et les textes assez facilement. Regardez, Uniper, le plus gros importateur de gaz allemand, qui est en faillite. Alors, l'État allemand, actuellement, il hésite juste entre le montant du chèque, la nationalisation totale ou partielle, mais bon, en gros, Uniper, il va falloir le sauver. Ça fait bondir le coût énergétique des factures de tous les Allemands. Et donc, le chancelier allemand craint une hausse historique. Alors, c'est drôle, quand un homme politique vous dit « Oh, je crains que », ça veut dire qu'il sait très bien que ça va se passer comme ça. Donc, il craint rien du tout, lui. Il s'en fiche complètement. Il vous dit juste « Oh là, j'ai très très peur que ça vous coûte très 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 cher, les gars. » Mais en fait, il sait très bien que ça va leur coûter très 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 cher, et donc il leur annonce même le montant de la douloureuse. Il dit ça faut que vous vous prépariez, mes chers compatriotes, à des factures à 4 chiffres, et puis multiplier par 2, 3, 4 par rapport à ce que vous avez payé l'année dernière. Alors
prenez votre facture EDF, votre facture de fuel, votre facture de gaz, et puis vous la multipliez par 3. Et puis vous me dites ce que vous en pensez, voilà, dans les commentaires par exemple. Mais prenez vraiment là, ce que vous avez payé on va dire en 2021, hiver 2021-2022, et puis vous multipliez ça par 3. Je crois que ça va pas vous plaire du tout, mais bon, faut bien savoir ce qu'on veut, hein. C'est quand même un prix bien faible à payer pour sauver l'Ukraine, les cocos. Hein. Voilà, donc ça, évidemment, payer le coût de la guerre en Ukraine, c'est aussi tout ça. Et ça n'a pas été franchement discuté de manière démocratique. Hein. C'est-à-dire que quand on se lance dans une guerre, la guerre, elle a des coûts, elle a des conséquences humaines, elle a des conséquences également financières. Et donc là, on voit évidemment, nous, de plein fouet les conséquences financières. La Russie vient de couper l'Allemagne en débranchant carrément Nord Stream 1, qui est le plus gros pipeline, le plus gros gazoduc qui alimente aujourd'hui l'Allemagne. Donc il y a carrément plus de gaz, zéro. Alors officiellement, c'est coupé pour 10 jours pour des raisons de maintenance programmée. Mais de nombreux Berlinois craignent que Nord Stream 1 ne soit jamais réouvert par les Russes, et oui. Et là, s'il n'y a plus de gaz, ça va pas être drôle. Alors, réduction, chauffage, eau chaude, coupure d'électricité, on continue sur la manière dont les Allemands envisagent l'avenir, de manière relativement sombre, hein, d'ailleurs, puisqu'il n'y aura pas d'éclairage, hein, donc ça sera à la bougie l'avenir, surtout cet hiver, donc de nombreuses villes ont déjà diminué la température de l'eau des piscines, vont couper l'éclairage urbain. La municipalité d'Augsbourg, en Bavière, envisage même d'arrêter certains feux de la circulation. Peut-être que ça, faudrait peut-être laisser les petites loupiottes allumées, quitte à remplacer les trucs par des LED. Mais enfin, là, c'est peut-être un petit peu dangereux. Plus d'eau chaude dans les bureaux individuels, et une coopérative immobilière près de Dresde, en Saxe, a décidé carrément de couper l'eau chaude la nuit dans ses 600 logements. Et donc là, à partir de, je sais pas moi, 22, 23 heures, plus d'eau chaude, terminé, Fairpoten, vous avez plus le droit de vous laver, de faire un petit café, etc., etc. Plus d'eau chaude, voilà. Ça calme, hein, ça calme. C'est très très concret là, hein, les pénuries d'énergie. Donc toujours dans cet article du Huffington Post, c'est imprononçable leur truc là, Huffington Post, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, aucun scénario ne peut être exclu, a prévenu le ministre de l'économie, Robert Habeck, car Moscou utilise l'arme du gaz. Évidemment que Moscou utilise l'arme du gaz pour tenter de saper le soutien européen à l'Ukraine. La bonne blague, je vous dis pas c'est bien, c'est mal, je juge pas. Enfin, c'était une évidence qu'à un moment donné, nous allions avoir un problème avec le gaz russe qu'on ne veut pas payer en roubles, et puis quand on le paye en euros, de toute façon, on leur saisit les euros et on leur interdit d'utiliser leur réserve de change. Donc, si vous voulez, forcément, à un moment donné, le truc, ça va coincer. Faut pas sortir de Saint-Cyr ni être polytechnicien pour savoir que, voilà. Alors après, chacun habille ça comme il a envie. Hein. Il est méchant, on est gentil, le camp du bien, le camp du mal, etc. Mais de manière très pragmatique, nous, si on se situe d'un point de vue purement analytique et pas d'un point de vue idéologique, je suis pour, je suis contre, j'aime pas, etc. On sait très bien que de toute manière, le gaz russe, Tintin, patin, couffin, quick, hein, il n'y a plus. Voilà. Alors il est possible que nous introduisions à nouveau du plus de télétravail pour une durée limitée, comme lors de la pandémie, mais cette fois-ci pour économiser de l'énergie dans l'intérêt national. Donc ça doit vous rappeler ce que je vous disais dans la vidéo précédente concernant le plan secret irlandais, où bien évidemment on avait des confinements énergétiques, on avait du télétravail, on avait des mesures où en fait on ne se déplaçait plus parce que il fallait économiser de manière la plus importante possible, la plus efficace possible, l'énergie à notre disposition, qui, je vous le rappelle, hein, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Et donc là, on va vraiment l'économiser parce que en fait, c'est pas qu'elle est notre avenir, c'est qu'il n'y en a plus. Voilà. Le géant BASF réfléchit quant à lui à mettre une partie de ses salariés en chômage partiel, chômage technique. Et oui, parce que les grosses usines allemandes, la grosse industrie allemande, chimique, alors automobile, ils en fabriquent 10 fois moins. Donc ça, c'est moins compliqué, mais toute la grosse industrie allemande, évidemment, fonctionne avec du gaz, avec beaucoup d'énergie, elle est très énergivore, et elle fonctionne avec le gaz russe. Et quand il n'y a pas de gaz russe, eh bien, il n'y a pas
de grosses industries allemandes. Donc on s'attend à une baisse du PIB allemand de l'ordre de 6,5%. D'accord ? Donc la récession en Allemagne serait de 6,5% cette année en 2022. Lueur d'espoir cependant, hein, restons très objectifs dans la manière de donner les informations. Des turbines seront livrées à la Russie. Donc en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous voyez, ces très grosses turbines là, elles servent à alimenter, ces pipelines là, vous avez des grosses turbines qui mettent sous pression le gaz et qui permettent d'envoyer le gaz sur des centaines et des milliers de kilomètres. Et donc pour ça, il faut des très grosses turbines. Ces très grosses turbines, elles sont construites par la société Siemens, qui est une société allemande. Et cette société Siemens avait envoyé les turbines qui servent pour Nord Stream 1 en maintenance sur son site canadien. Donc Siemens Canada, du côté de Toronto, me semble-t-il. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'était du côté de Toronto qu'il y a la grosse usine Siemens qui fait la maintenance de ces espèces de gros compresseurs, de grosses turbines qui mettent sous pression. Et puis, le Canada, avec les sanctions, a refusé de laisser partir ces turbines vers la Russie. Et donc les Russes, ils ont dit, de toute façon, hein, moi, je m'en fiche, hein, c'est votre gaz à vous, hein, donc si vous voulez pas me donner des turbines qui mettent sous pression le gaz pour que je puisse vous l'envoyer, vous me filez pas les turbines, vous aurez pas de gaz. Donc officiellement, la Russie ne fournit plus de gaz aujourd'hui parce que ces turbines ne sont pas arrivées. Le Canada a cédé aux pressions allemandes, envoie donc les turbines en Allemagne, et l'Allemagne renverra donc ces turbines en Russie, et la Russie, Gazprom a dit que ce sont des gens sérieux, donc à partir du moment où il y aura les turbines, on se fera un plaisir de vous livrer à nouveau du gaz. Voilà ce qui a été dit. Alors d'ici là, je ne vais pas dire de l'eau aura coulé sous les ponts, mais parce que pour le gaz sous le gazoduc, il n'y en a pas non plus, donc ça sera plutôt de l'eau qui aura coulé sous les ponts, et peut-être qu'il se passera autre chose qui fera que les livraisons de gaz ne reprendront pas. On verra bien ce qu'il va se passer. Allez, on arrive en France. Non, tiens, j'ai un petit truc, ça ne va pas. Toc, voilà. On arrive en France, des plans d'urgence pour lister ce qui sera coupé. Donc regardez, c'est un article de Zone Bourse. La France travaille sur des plans d'urgence énergétique. Alors vous avez aujourd'hui des entreprises qui reçoivent des questionnaires auxquels elles sont obligées de répondre sous peine d'amende. Parce que il y a deux dimensions dans la notion d'énergie. Vous avez évidemment la disponibilité de l'énergie et le prix. Alors le prix, c'est une chose, mais la disponibilité de l'énergie, pour l'assurer, vous pouvez être amené à couper un certain nombre d'acteurs que vous allez juger non essentiels ou non prioritaires. Par exemple, vous allez juger prioritaire de chauffer à minima tous les logements et toutes les copros ou tous les grands ensembles qui fonctionnent avec des chaudières gaz, et vous considérez que c'est pas à ce moment-là qu'on fabrique et qu'on fait tourner des énormes usines pour faire, je sais pas moi, par exemple, de la laine de verre ou des isolants ou du papier, et donc ça consomme énormément d'énergie, ou pour faire du charbon de bois, vous voyez, pour faire vos barbecues cet été. Donc tout ça, ce sont des industries qui consomment énormément d'énergie, donc évidemment on va les délester, on va les couper pour utiliser les réserves sur des besoins plus prioritaires, chauffer les gens, chauffer un hôpital, alimenter peut-être à minima les écoles, etc. Donc, les prix d'énergie, quand bien même il y en a, sont très élevés. Certains usages vont devenir prohibitifs. Et donc là, justement, vous savez, par exemple, il y a une norme maintenant pour chauffer les gymnases. D'accord ? Donc tous les gymnases doivent être chauffés. Alors ils doivent être chauffés à 18 degrés ou 14 degrés, je ne sais plus. Et puis quand vous arrivez le lundi matin, vous pouvez avoir une température un peu plus basse le lundi matin. Mais en gros, vous devez avoir du 14 degrés dans votre gymnase avant que les petits ils arrivent et ils fassent du sport. Bon, chauffage des piscines, chauffage des gymnases, ça va coûter tellement cher aux collectivités, aux écoles, etc., que de toute façon, il va falloir revoir les normes pour les ERP. Et ça, à mon avis,
on va pas y couper, on va avoir des usages complètement différents. Faire du sport en petit t-shirt, en ayant bien chaud dans un gymnase bien chauffé, je pense que ça va pas durer très 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 longtemps, si vous voulez, et qu'on va vite on va vite voir la fin de ce genre de règles, hein, et qu'on se rendra compte que faire du sport ça donne chaud, donc comme ça donne chaud, il n'y a pas forcément un besoin impératif de chauffer un gymnase. Pour les piscines, et bien pour les piscines, on va se rendre compte que ce sera tous les grands centres nautiques seront des fours financiers. Alors déjà que c'est des pertes financières énormes avec des coûts d'exploitation qui sont très importants et donc des déficits d'exploitation qui sont très importants. Mais toutes les intercos, les communes, etc., qui aujourd'hui surdimensionnent un petit peu leurs centres nautiques et aquatiques vont pleurer littéralement demain quand elles vont recevoir évidemment les montants de factures de gaz et d'énergie pour chauffer l'eau, pour faire plouf-plouf et bras-brasse et je nage. Alors c'est très sympathique de nager, hein, c'est pas le problème, on est tout à fait pour, mais vous voyez, parler d'écologie, parler d'économie d'énergie, l'énergie est notre avenir, économisons-la, être éco-anxieux, etc. Super. Mais être éco-anxieux et ne pas se rendre compte que faire du sport dans un gymnase chauffé est une aberration écologique, que faire de la piscine c'est une aberration écologique, eh bien, voilà, je crois qu'il faut poser, il faut bien se rendre compte que l'énergie, notre avenir, économisons-la, ça se décline dans des actions concrètes, sinon c'est du vent. Et l'écologie, ça se décline dans des actions concrètes, sinon c'est du vent. Et là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on a un problème disponibilité-prix, de toute manière. Donc, je vais vous dire, ça va être très concret. On va plus tout simplement pouvoir payer un certain nombre d'usages. Et donc, il va falloir faire des choix. Parce que augmenter les taxes foncières, augmenter les taxes et augmenter les impôts et augmenter le ticket d'entrée d'une piscine, doubler son prix, tripler son prix ou quadrupler son prix, c'est pas une solution puisque de toute façon les gens n'iront plus, n'y viendront plus parce que ça coûte beaucoup trop cher. D'accord ? Et il fut un temps où les piscines, elles étaient ouvertes que l'été parce que comme ça, il n'y avait pas besoin de chauffer l'eau par exemple, hein. Donc il y avait les piscines, elles étaient non chauffées. Donc ça, c'était pas il y a si longtemps que ça, hein. C'est une période que moi j'ai connue, hein, du haut de bientôt mes 50 ans. Eh bien moi, quand j'étais gamin, toutes les piscines n'étaient pas chauffées, loin de là. Et il y avait même beaucoup de piscines qui n'ouvraient que l'été parce qu'évidemment, elles n'étaient pas chauffées l'hiver. Des plans d'urgence, par exemple en France, toujours pour refaire travailler les salariés virés. Donc ça, c'est l'histoire de la centrale à charbon de Saint-Avold. Donc l'année dernière, en 2021, on a fermé cette centrale. C'est marrant, hein, c'est quand même... Vous vous rendez compte, il y a quand même, on est dirigé par des vedettes qui ont un sens du timing qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils virent les stocks de masques le jour vous avez une pandémie 5 ans après, ils virent les stocks stratégiques de blouses, de machin, vous tapez une pandémie, ils vous ferment les centrales, vous tapez une crise énergétique. Enfin, c'est quand même assez brillant d'anticipation, hein, vous comprendrez que c'est ironique. Donc l'année dernière, les camarades travailleurs et salariés de Saint-Avold se font virer. Donc c'est une centrale à charbon. Ils bénéficient donc quand vous savez, quand en France on se fait renvoyer, licencier, dégager, eh bien on bénéficie, on profite d'un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est beau, hein ? Le plan de sauvegarde de l'emploi, ça veut dire se faire virer. Quand je sauvegarde l'emploi, je vous licencie. C'est juste extraordinaire en termes d'éléments de langage. Donc ils ont eu l'immense chance, que dis-je, le grand privilège de bénéficier d'un PSE, donc d'un plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi. J'utilisais l'ancienne terminologie, le plan social, qui était connoté très négativement, un petit peu comme les rats sont connotés très négativement. C'est pour ça qu'on parle de surmulot maintenant à la mairie de Paris. Donc on va parler de sur-sauvegarde de l'emploi. Et donc ils se sont fait virer, ils se sont fait survirer. Et comme ils ont été survirés, nos salariés, mais que maintenant il faut rallumer les centrales à charbon parce qu'on est vraiment très très court en termes d'énergie, surtout que la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt, nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, eh bien il va falloir rappeler les salariés qu'on a virés l'année dernière. Mais manque de bol, ils sont en PSE, c'est-à-dire en
en surlicenciement. Et comme il bénéficie du surlicenciement, c'est-à-dire d'un plan de surformation, d'un plan de surrequalification, d'un plan vous voyez, pour les surarmer face au surboulot qu'ils ne trouvent pas, eh bien, il faut un décret spécial pour pouvoir les recruter, quoi. Donc voilà, donc l'État est en train de passer des décrets spéciaux pour recruter les gars qu'ils ont virés dans le cadre d'un PSE l'année dernière. Enfin bon, tout ça est à l'image de la société française telle qu'elle fonctionne et de la manière dont les dirigeants dirigent ce pays, c'est-à-dire pas beaucoup. Il y a un dernier truc que je voulais vous montrer parce que j'ai une petite coquille dans mon... C'est pas le bon texte. Mais ça, par contre, c'est la bonne photo. Regardez, c'est un article avec Bruno Le Maire, notre grand mamamouchi à l'économie. Et donc, Bruno Le Maire, le prix de l'énergie, il va falloir faire des choix courageux. Et donc, choix courageux en novlangue publique et politique, ça veut dire ça va te coûter cher, mon vieux. Mais ça va te coûter une blinde. Mais on va faire un choix courageux, mais avec ton pognon, mon garçon. C'est quand même vachement plus rigolo. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que l'économie de guerre, c'est l'économie de la pénurie. Ça, je vous en avais parlé la dernière fois. Mais pour vous dire aussi que nous manquons d'énergie. Et que l'économie, c'est évidemment de l'énergie transformée. De l'énergie transformée pour faire de la production, de la fabrication, du transport ou des services. Vous écoutez cette vidéo avec de l'énergie sur des écrans, des téléphones, des smartphones que vous avez rechargés. Moi-même, je l'ai tourné grâce à beaucoup d'énergie. Vous ne le voyez pas, mais même si mon éclairage est pourri, en fait, j'ai des gros spots. J'en ai un là et un là. Et j'ai des gros spots qui essayent d'éclairer un petit peu pour donner de la lumière au grenier. Et bon, ça, évidemment, c'est de l'énergie. Donc même les services sont évidemment beaucoup d'énergie, et les téléphones, quand on s'appelle, etc., c'est beaucoup d'énergie transformée. Quand l'énergie augmente, cela alimente, il manque un E, je suis désolé, l'inflation qui ne peut que poursuivre sa hausse. Et si les gouvernements préparent des plans d'urgence énergétique, eh bien nous devons faire la même chose à titre individuel. C'est assez logique, et c'est pour ça que le dossier du mois de juillet 2022, c'est préparer son plan d'urgence énergétique pour la rentrée et de manière un tout petit peu plus lointaine pour l'hiver. Et encore une fois, je vous renvoie à la parabole du petit écureuil. On prépare l'hiver, l'été, et on prépare les jours froids pendant les beaux jours. Et donc, ce sera le détail de votre plan personnel d'urgence énergétique. Là aussi, une méthode pas à pas. Ce n'est pas une crise ponctuelle à laquelle nous sommes confrontés en termes d'énergie. C'est vraiment une raréfaction des ressources énergétiques, mais de manière plus générale, une raréfaction de toutes les ressources de la planète. On arrive un petit peu au bout de la croissance finie dans un monde fini. On a, par paresse, mais par logique, si jamais vous avez du bois à aller chercher, vous allez commencer par prendre le bois qui est à côté de chez vous, puis vous allez aller de plus en plus loin, et au fur et à mesure où de toute façon, quand bien même il y a encore des forêts, vous allez aller les exploiter de plus en plus loin de chez vous, donc de toute façon l'effort sera de plus en plus grand. D'accord? Donc le coût sera de plus en plus important, et ça c'est valable pour toutes les ressources. Nous creusons depuis Babylone, on a des mines, etc. Donc on a exploité toutes les mines les plus faciles, tous les puits de pétrole les plus faciles, et donc aujourd'hui il ne reste plus que le plus dur, le plus difficile, le plus lointain, le plus profond, le plus compliqué, et donc à chaque fois c'est le plus coûteux. Donc de toute manière, vous avez un mécanisme qu'il faut comprendre, et qui est celui exactement que je viens de vous expliquer de manière simple, mais cette raréfaction, quand bien même il y en a encore, ce que vous avez encore est de toute façon de plus en plus compliqué à aller chercher. Et donc, comme il est de plus en plus compliqué à aller chercher, il est de plus en plus coûteux à aller chercher. Comme il est de plus en plus coûteux à aller chercher, eh bien, vous avez une inflation qui va devenir endémique, une inflation qui va devenir structurelle, pas conjoncturelle, structurelle. Elle ne passera pas, cette inflation. Bon. Et donc, la seule manière pour qu'elle passe, c'est de réduire notre demande, c'est de réduire nos besoins. Et donc, c'est évidemment c'est une grande promesse de récession. Et donc, il n'y a que la récession qui peut
permettre de rendre plus, je vais même pas dire plus douce, de simplement mettre en face, de réajuster la demande en face de l'offre d'énergie et de matières premières. Il faut donc faire baisser la demande. La meilleure énergie, si on se reconcentre à nouveau sur l'énergie, c'est évidemment celle dont nous n'avons pas besoin. Donc il faut se préparer, isoler vos maisons, mettez des VMC, bref, tout ce que vous pouvez faire en termes d'action passive est une très bonne chose. C'est même peut-être le moment de changer de logement. Mais il faut aussi penser sa résilience énergétique pour plus de confort, pour plus d'efficacité, pour plus d'économie d'argent. Parce que tout ça, si vous ne pensez pas à votre résilience énergétique, ça va vous coûter très très cher. Je vous renvoie au cas de l'Allemagne. N'imaginez pas que la France va vous subventionner l'énergie pour l'éternité. C'est faux. En Allemagne, ils ne le font pas. Et en France, on ne le fera pas non plus. On le fera un petit peu, vous aurez des petits chèques, toujours trop peu, toujours trop tard. Et quand votre facture est multipliée par 4, vous avez beau avoir un chèque de 200 € ou 300 €, vous êtes très content. Mais enfin, si vous payez 2000 € en plus, 300 € ou 200 €, ce n'est jamais rien que 10% de la hausse. Donc, l'aide gouvernementale, c'est toujours trop peu, trop tard. Donc vous ne comptez pas sur l'aide gouvernementale, vous devez vous préparer. Et pour vous préparer, vous avez un certain nombre d'actions que vous pouvez entreprendre. C'est tout ça que je vous explique là-dedans. Et pour lisser le confort, et pour baisser votre besoin énergétique, voire même le changer. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Donc ceux qui veulent aller plus loin s'abonnent. C'est le dossier stratégie de mois de juillet. Et ceux qui veulent aller plus loin mais pas payer, vous pouvez vous abonner gratuitement d'abord à cette chaîne Le Grenier de l'Écho, ensuite à la lettre d'information quotidienne et gratuite du site insolentiae.com. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @insolentiae. Et pour la lettre stratégie, insolentiae.com/boutique, ou alors le petit i qui doit s'allumer dans cet écran. N'hésitez pas à mettre plein de pouces et puis évidemment à commenter, échanger, discuter entre vous et alimenter le débat et la réflexion autour de ces problématiques énergétiques. Il y a quelqu'un qui en parle beaucoup, c'est Jean Covici, c'est pas le seul. Il y a une autre personne dont je voulais juste évoquer le travail, qui est Yves Cochet dans l'Institut Momentum. Et je vous invite à aller lire son rapport sur les biorégions 2050. Donc vous tapez biorégion 2050, Yves Cochet, Institut Momentum. Vous lisez, vous débattez, vous allez voir, c'est passionnant, ça va vous ouvrir plein d'axes de réflexion, de prévision. Et si je vous en parle, c'est parce que, voilà, encore une fois, vous avez des choses à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à envisager. Et pour ça, il faut avoir, je pense, un certain nombre de réflexions et d'informations. Et puis de débats et d'échanges pour alimenter tout ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous dire quoi faire, de vous asséner des vérités, mais vraiment bien de permettre au plus grand nombre d'essayer de penser, de réfléchir, d'analyser, de voir les grandes tendances et d'essayer de s'adapter de manière à la fois très volontaire et très en anticipation pour ne pas subir les choses. Voilà, je trouve que ce qu'il y a de pire finalement, c'est d'être mené par le bout du nez à l'abattoir et subir les événements plutôt que d'en être acteur. On peut être acteur et on doit être acteur de sa propre vie pour soi et puis évidemment encore une fois pour ceux qu'on aime, pour nos proches, pour notre famille, pour nos enfants. Et je pense que tout ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi pour l'environnement, pour la planète, on peut faire plein de choses, on peut vivre de manière très différente, autrement, sans pour autant tomber dans le côté dépressif neurasthénique et de l'éco-anxiété qui fait qu'en fait on ne fait rien, parce que l'éco-anxiété, si c'est juste couiner et ne rien faire, ça n'a aucun intérêt. Donc ne soyons pas éco-anxieux, ne soyons pas non plus éco-furieux, parce que je trouve que la colère n'est pas du tout une bonne conseillère ni un bon sentiment. Soyons des éco-actifs, soyons des éco-participatifs, soyons dans cette bienveillance, soyons tournés vers les autres, soyons dans cette notion de propriété fertile,
hein, qui soit utile, et c'est beaucoup plus entraînant, beaucoup plus enthousiasmant que cette éco-anxiété rabougrie qui renferme, qui déprime, qui est pleine de peur, d'angoisse, d'anxiété. Eh ben non, soyons acteurs et puis ayons des projets, ayons des stratégies, essayons de nous adapter et de construire la résilience énergétique, économique, sociale, nécessaire pour affronter évidemment un monde qui change et des ressources qui disparaissent, et donc notre monde va complètement changer, et ça doit se discuter, évidemment, ça doit se discuter, et ça doit se discuter entre citoyens libres et éclairés qui doivent avoir leur mot à donner. Voilà, prenez bien soin de vous les amis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou pas, je sais pas trop, on verra ça, parce que j'ai des petites choses à faire, donc peut-être que j'aurai pas le temps de faire une vidéo, mais sinon on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine suivante. Prenez grand soin de vous, faites attention au Covid, c'est vrai qu'il circule, et moi ça m'a bien rendu malade, et merci pour vos messages de soutien. Salut les amis, à bientôt.